Salut à toutes et à tous. Aujourd'hui je suis très contente de vous retrouver pour une vidéo qui m'a été demandée de nombreuses fois. À chaque fois je repousse un petit peu parce que je veux prendre le temps de bien la faire. Écoutez, pendant les vacances d'été, une prof qui parle de son travail, je pense que c'est à peu près ça. Cette vidéo est en partenariat avec Rosetta Stone et je suis très contente de pouvoir collaborer à nouveau avec eux. À partir du moment où vous souscrivez à leur abonnement, vous avez un accès illimité et à vie à toutes les langues qui sont proposées par l'application, ce qui est vraiment super, surtout si comme moi vous êtes assez curieux, curieuse, vous aimez bien découvrir un petit peu toutes les langues, que vous voyagez pas mal et que vous avez envie d'avoir des rudiments dans le plus de langues possible pour pouvoir communiquer avec les gens des pays que vous visitez. Vous le savez, je l'utilise beaucoup pour le japonais et ce que j'aime particulièrement avec Rosetta Stone, c'est que c'est une application qui se concentre essentiellement sur la prononciation et la compréhension orale. Kotoshi no natsu ni kazoku de ryoko shimasu ka? Rosetta Stone vous permet de travailler votre compréhension orale, également votre compréhension écrite. Pour des langues comme le japonais ou comme l'arabe ou encore comme le coréen, elle vous permet également d'apprendre les alphabets spécifiques. Vous pouvez sélectionner des thématiques différentes, vous pouvez vous concentrer sur des différents types d'exercices, vous pouvez travailler 5, 10, 15, 20 minutes par jour, autant de fois que vous le voulez. Vous avez accès à toutes les langues et si vous profitez de l'offre promotionnelle qui est disponible en cliquant sur le lien en barre d'infos, vous avez accès, encore une fois, je le répète, mais parce que je trouve que c'est vraiment génial, à toutes les langues et ce, à vie. Donc merci encore à Rosetta Stone d'avoir collaboré avec moi pour cette vidéo. Je vous encourage vraiment à jeter un œil à l'application. Ok, c'est parti pour les petites questions. L'une des questions qui revient le plus souvent et qui revient en fait à chaque fois que je parle du métier de prof, c'est est-ce que j'ai envie de faire ce métier toute ma vie? Est-ce que je me vois continuer à faire ce métier pendant longtemps? Je tiens juste à préciser quelques petites choses. J'ai une situation un peu particulière. Premièrement, je suis prof dans le privé et je trouve que c'est quand même différent d'être prof dans le public. C'est toujours un peu compliqué de parler de ça parce que je trouve qu'il y a énormément de préjugés sur l'enseignement privé qui sont souvent vraiment incorrects, qui reflètent pas du tout la réalité de ce que c'est que d'enseigner dans le privé et notamment dans le privé catholique par exemple. On pense que ce sont des établissements hyper stricts, tous bourgeois, faits pour les enfants privilégiés alors que c'est vraiment pas le cas. Il y a vraiment une grande diversité de profil d'établissement en fait tout simplement dans l'enseignement privé catholique et je n'ai jamais travaillé, j'ai fait ma scolarité dans des établissements privés catho bourges et privilégiés. Par contre j'ai jamais travaillé dans ce genre d'établissement et je ne souhaite pas travailler dans ce genre d'établissement, bref. Mais il n'empêche que c'est quand même différent de travailler dans le public. Il y a beaucoup d'avantages à travailler dans le public et il y a aussi des avantages je pense à travailler dans le privé. Moi ce que j'aime dans le privé c'est que c'est à taille humaine, c'est qu'on s'échappe un tout petit peu du côté très bureaucratique administratif. J'aime aussi une certaine forme de liberté pédagogique qui en tout cas est peut-être pas plus défendue mais bon, je trouve qu'il y a un petit peu de ça. Je trouve qu'il y a aussi une identité qui est peut-être plus propre à chaque établissement. Bref, il y a des petites choses comme ça. Donc voilà, déjà je travaille dans le privé. Et ensuite, j'ai la grande chance de travailler en UPE2A, donc dans une classe pour des élèves allophones arrivants dans le privé, ce qui est extrêmement rare parce qu'il n'y en a quasiment pas dans l'enseignement privé des UPE2A. Et donc en fait, je suis prof, je travaille au sein de l'éducation nationale, au sein d'un établissement sous contrat, etc. Je fais des journées pédagogiques, j'ai les impératifs d'examen, etc., de surveillance, de correction que tout le monde peut avoir, mais quand même je suis un petit peu à côté. Et pour avoir travaillé dans des classes de 4e, 3e, seconde, première, ordinaire, voilà, en général et en technologique, etc., il y a quand même une grosse différence. Et si vous me demandiez si je pourrais faire toute ma vie prof ou si j'aurais envie en tout cas de faire toute ma vie prof dans des classes ordinaires, je répondrais que non. Parce que je trouve ça épuisant en fait, je trouve ça épuisant, le métier en soi est épuisant, mais ce qui le rend épuisant et insupportable sur toute une vie pour moi et pour beaucoup de collègues, ce sont les conditions de travail, les différentes réformes, alors que dans mon cas très particulier, si on me demandait si là je pourrais continuer pendant des années et des années, voire
toute ma vie, non mais vraiment bref, de travailler comme je travaille à l'heure actuelle, je dirais que oui, parce que j'ai un petit effectif, que j'ai une classe que je connais très très bien, parce que je vois un sens à ce que je fais, que je vois les résultats quasiment immédiats, c'est-à-dire au cours d'une année scolaire à ce que je fais, parce que je suis un petit peu éloignée des exigences administratives comment dire, des exigences liées au programme et au niveau des élèves qui sont parfois contradictoires et de l'absurdité en fait qui nous est malheureusement imposée par les ministères, enfin par le ministère, par les réformes successives, par les inspecteurs et inspectrices, etc. Et parce que le relationnel n'est pas le même, bien évidemment, aussi avec les élèves avec lesquels je travaille, étant donné qu'on accueille des mineurs non accompagnés, que j'ai aussi, sans le vouloir, sans que ce soit fait exprès, une forme d'aménagement, c'est-à-dire que j'ai ma salle, par exemple, comme peuvent l'avoir certains profs de langue ou les profs de primaire, etc. Et je trouve que ça change énormément. On n'y pense pas, mais les profs, on est tout le temps en contact de gens, tout le temps en contact de bruit, on n'a pas de bureau, la salle des profs c'est toujours un espace collectif, la salle de travail c'est toujours un espace collectif, la cantine c'est un espace collectif, c'est épuisant à tout niveau. C'est absolument pas adapté aux personnes qui peuvent avoir des maladies chroniques, qui peuvent être un peu plus introverties, qui peuvent avoir, je sais pas moi, des troubles, qui peuvent être sur le spectre autistique, bref, tout quoi. Ou des gens tout simplement qui sont fatigués, bon, voilà. Donc ouais, moi j'aime enseigner. J'aime le relationnel que j'ai avec les élèves. J'ai réussi à créer du relationnel que j'ai aimé et qui me convenait avec des élèves en ordinaire, mais c'était rendu difficile par le fait qu'ils sont 30 et plus de 30 maintenant par classe. Et les conditions de travail pour moi en classe ordinaire désormais sont vraiment la limite du tenable. Je ne pense pas que je pourrais y rester pendant longtemps. Une autre question qui revient assez souvent, c'est est-ce que ma personnalité et mon style ont été l'objet de critiques ou m'ont valu des critiques dans le milieu scolaire, c'est-à-dire avoir des cheveux bleus, peut-être parfois m'habiller avec des couleurs, parfois porter des robes, être un peu détendue, je sais pas comment on veut le dire, mais avoir un style un peu, voilà, qui fait pas forcément très très prof. Et puis au niveau de la personnalité, par exemple être plus introvertie, ne pas forcément participer aux réunions dans la salle des profs, enfin les réunions, les concertations non officielles dans la salle des profs, de manger seul, etc. Je pense que les établissements scolaires, comme à peu près tout en fait, parce que j'ai des amis qui travaillent dans des entreprises privées, dans des boîtes privées, c'est à peu près pareil, j'ai des amis qui travaillent dans des cliniques ou des hôpitaux et j'ai l'impression qu'il y a toujours un peu les mêmes dynamiques qui se retrouvent à partir du moment où il y a des individus qui sont entre guillemets enfermés dans des lieux et forcés de cohabiter et de travailler ensemble. Il y a malheureusement toujours des personnes qui seront mal intentionnées, malveillantes, mauvaises, qui aiment critiquer, qui ne font que ça. Vous serez toujours jugé par certaines personnes sur votre apparence, sur les on-dit plutôt que sur ce que vous faites réellement et ce que vous avez vraiment dit. Je pense aussi qu'il y a dans l'éducation nationale, vu que c'est ce que je connais, en tout cas dans les établissements, je pense qu'il y a un problème vraiment de relationnel entre l'équipe enseignante et l'équipe plutôt de direction en général. C'est toujours un peu compliqué, il me semble, et ça finit toujours par avoir des effets délétères, ce qui est regrettable parce qu'en fait on devrait être une équipe et on n'est pas en réalité dans un rapport hiérarchique et malheureusement c'est ce qui prime et ça c'est regrettable je trouve. Donc voilà, après oui j'ai été bien évidemment critiquée pour plein de choses, il y a sans doute plein d'histoires qui tournent sur moi comme il y a d'autres histoires qui tournent sur d'autres profs. J'avoue que je m'en fiche un petit peu et je pense que c'est... Voilà, peut-être qu'encore une fois c'est un petit peu plus facile à gérer pour moi parce que je suis pas obligée, du fait que je ne suis que sur une seule classe du PE2A, je suis pas obligée de collaborer réellement avec plein de collègues. Ce qui est frustrant effectivement, c'est plus que... en fait, j'ai parfois le sentiment que moi je viens au travail pour travailler, je viens pour être dans une attitude professionnelle, dans des rapports professionnels qui peuvent toutefois être humains, bien évidemment, et qui doivent en fait même être humains. Et j'ai l'impression qu'il y a certaines personnes qui sont sans cesse en train d'essayer de faire dérailler hors du professionnel. Ensuite, est-ce que je suis syndiquée? Oui, je suis syndiquée. Pourquoi? Parce que je pense que c'est extrêmement important pour avoir accès à des informations, pour bien connaître ses droits, pour être épaulé, pour pouvoir bénéficier d'un accompagnement ou d'une tierce personne ou d'une médiation lorsque c'est nécessaire, peu importe ce qui se passe.
je pense qu'il est très très important d'être syndiqué. Si je devais donner un conseil à tout le monde en fait, c'est de se syndiquer. Mon niveau préféré, ça c'est une question intéressante et un peu plus ancrée sur le pédagogique pur et dur. Moi je n'ai fait que 4e, 3e, seconde, première. J'aurais tendance à dire que j'aime beaucoup la seconde en fait, parce que je trouve que l'âge et les exigences en termes d'exercice en lettres sont... Enfin, tout se rejoint très très bien. Le seul point négatif pour moi de la seconde, il y en a deux. Je dirais que c'est que le programme de poésie est un peu nul. Et le deuxième, c'est qu'en seconde, les élèves ont souvent des emplois du temps extrêmement chargés, ce qui fait que ça leur permet pas d'apprécier réellement les enseignements qui leur sont prodigués. Et qu'une matière telle que la littérature, qui en fait est, moi je trouve ultra spécifique parce qu'elle nécessite une rigueur scientifique et en même temps une culture générale et en même temps une ouverture au monde et en même temps une sensibilité artistique et en même temps de développer son esprit critique et sa propre personnalité. Je pense qu'il y a quand même peu de disciplines qui nécessitent tout ça et qui regroupent tout ça. Bon, ça nécessite d'avoir une disponibilité mentale, ça nécessite de le faire dans de bonnes conditions et parfois les emplois du temps ne le permettent pas. Et j'aime aussi beaucoup, contre toute attente, les 4e parce que le programme de 4e est cool, vraiment. Et le niveau que j'ai le moins aimé, c'est effectivement le niveau de première, parce que les exigences du bac font que ça devient très robotique, très clientéliste, que les élèves en fait n'apprécient absolument pas la plupart du temps ce qui se passe et qui sont là pour avoir une note. Ils sont là pour... un peu craquer le code et trouver le moyen d'avoir le plus de points à l'épreuve. Je trouve qu'on perd aussi une grande liberté pédagogique. Et d'ailleurs, je vais lier ça, l'anglicisme incroyable, avec deux questions. C'est: le métier de prof est-il menacé par l'IA? Et l'autre question que je voulais pas... Je ne sais plus quelle était l'autre question. Bon. Je pense que le métier de prof est effectivement menacé par l'intelligence artificielle, mais en fait c'est toute notre existence qui est menacée par l'intelligence artificielle. Alors encore une fois, il faut bien comprendre de quoi on parle quand on parle d'intelligence artificielle, étant donné que c'est quelque chose qui existe depuis longtemps, c'est quelque chose qui fait déjà partie de nos vies, mais l'intelligence artificielle, au sens de ce qui est en train de se développer maintenant, oui, c'est terrible. En fait, maintenant c'est extrêmement difficile de donner des devoirs aux élèves, c'est difficile de leur faire comprendre l'intérêt et l'importance d'une réflexion personnelle, de l'importance des efforts qu'on met dans son apprentissage d'un point de vue pratique et logistique. En fait, vous pouvez plus donner de devoirs maison, si vous le faites, vous devez surveiller, en plus de la correction, vous devez vous assurer que ces devoirs maison ne sont pas du plagiat de n'importe quelle autre intelligence artificielle. C'est compliqué de construire ses cours, et globalement, en fait, moi je trouve que... Voilà, je serais vraiment curieuse d'avoir les avis de certains profs et certaines profs, mais je connais aussi des collègues, j'ai connu des collègues qui utilisaient beaucoup l'intelligence artificielle pour créer leurs séquences et leurs séances de cours. Moi, je trouve ça vraiment, vraiment regrettable. Si on oublie la composante éthique et la composante écologique, qu'on demande à ChatGPT de... créer ou de générer des exercices, par exemple de grammaire, why not? Encore une fois, moi je l'ai fait justement par curiosité pour voir ce que les collègues pouvaient faire. Bon, il y a souvent des erreurs, c'est souvent mal fait, c'est souvent répétitif, il n'y a pas de diversité de vocabulaire, enfin, en fait c'est vraiment de bas de gamme, je trouve. Et ensuite, bon, à la limite ça, vous voyez, c'est le côté un petit peu plus... j'allais dire mathématique. Le côté un peu plus... basique et répétitif, redondant de la littérature, mais pas de la littérature, des lettres, de l'enseignement des lettres, mais quand il y a des collègues qui demandent à l'intelligence artificielle de faire leur séquence, leur programmation, de délimiter le temps des activités, de faire des analyses de texte, de trouver des extraits, etc. Moi je trouve ça incroyable, et là je parle des lettres, mais je pense que les lettres c'est un petit peu le domaine peut-être le moins touché au niveau des profs, mais bon bref, il y a plein d'autres matières, de disciplines où vous adaptez en fonction de ce que vous connaissez. Moi je parle de ce que je connais. Je trouve que c'est... je trouve que c'est vraiment vraiment regrettable. Est-ce que j'aimerais de nouveau passer l'agrégation? Non, honnêtement pour le moment je n'y pense absolument pas.
je suis très contente en UPE2A. Et d'ailleurs, je pense que je ferai une vidéo à ce sujet, mais en fait, maintenant, quand j'y pense, je me dis, enfin vraiment, avec tout ce qui se passe dans ma vie, tous les différents éléments de ma vie, j'ai vécu comme... Et c'était vraiment une injustice, et c'était vraiment une violence sociale énorme, effectivement, l'agrégation, et enfin les oraux de l'agrégation, la préparation de l'agrégation, le contrat doctoral, mais je suis... Enfin, franchement, je voudrais pas être ailleurs dans ma vie et dans mes relations avec les gens. Donc, non, voilà. Est-ce que l'enseignement des lettres et de la littérature me manque maintenant que je suis en UPE2A? Alors, pour celles et ceux qui ne sauraient pas trop, en UPE2, je n'ai qu'une seule classe, donc une classe d'UPE2A. J'ai 18 heures avec eux. C'est mon choix de ne pas avoir d'heures sup, je précise. Et je fais donc du FLE. Mais en fait, je fais du FLE et de la littérature, et de l'histoire géo, et de l'EMC, et un peu de méthodo, orientation, enfin bon bref. Donc je fais quand même de la littérature, pour vous donner une idée, l'année dernière, enfin l'année qui vient de se terminer, avec mes élèves, nous avons lu La parure de Maupassant, ce qui est quand même vachement cool. On a fait des extraits sur l'autobiographie pour... parce que je me calque un petit peu sur les séquences, la progression des 3e, 4e, je fais un mix, bref. Donc on a lu des extraits sur l'autobiographie. On a également lu Antigone d'Anouilh, ce qui est incroyable, enfin trop bien, vraiment j'étais trop contente. Et on a pu assister à une représentation théâtrale grâce à un collègue que j'aime beaucoup également. Et puis nous avons lu, malheureusement on n'a pas eu le temps de finir, Une si longue lettre de Maria Maba. Donc c'est quand même pas rien. Et on a fait aussi des poèmes. On a fait des poèmes d'Aragon, de Verlaine, de Louise Labbé, et il y avait une autre femme dedans mais je me souviens plus. On fait aussi des poésies, de l'analyse des textes de chansons. Donc enfin en fait je fais de la littérature et c'est fait différemment, mais honnêtement moi j'aime beaucoup faire de la littérature avec mes élèves du PE2A qui sont de grands adolescents, on va dire ça comme ça, et qui ont aussi un autre regard, une autre appréhension, qui posent d'autres questions. Et puis je suis libérée des exigences un petit peu moins littéraires finalement qu'on peut avoir dans les classes de 4e, 3e, voilà. Et bien sûr que j'aimerais avoir, en fait, idéalement, j'aimerais avoir des heures en UPE2A et j'aimerais avoir des heures, par exemple, en lycée avec une spécialité en lettres. Ce serait l'idéal, je vous le cache pas, effectivement. Mais franchement, je préfère largement le rapport que j'ai à l'enseignement de la littérature et ce qui se passe entre mes élèves et moi quand on fait des textes littéraires là en UPE2A, plutôt que ce qu'il y avait par exemple en première ou ce que je vois de ce que mes collègues me disent en première. Quel conseil je donnerais à quelqu'un qui débute dans le métier de prof? Moi, je donnerais 3 conseils, je pense. Le premier conseil, développer très rapidement au début de l'année des moyens d'optimiser son temps, que ce soit sur la correction, la planification des cours, la préparation des cours, la préparation des exercices. Il faut trouver, en fait, moi je pense que vraiment l'un des éléments clés, c'est de trouver des moyens d'optimiser son temps et de se décharger d'une énorme charge qui est la charge de correction et la charge de préparation de cours. Moi j'adore préparer des cours, par contre j'avoue que corriger, je trouve ça extrêmement laborieux. C'est d'autant plus laborieux qu'on a les bacs blancs, les brevets blancs, qu'on a parfois des DST, qu'il y a tout ce que je vous disais sur le plagiat, l'intelligence artificielle, les tricheries, etc. C'est fatigant. Le deuxième conseil que je donnerais, c'est de prendre ses distances avec les parents, vraiment, de ne pas faire l'erreur d'être trop disponible pour les parents, de ne pas prendre à cœur les jugements des parents et de ne pas laisser les parents rentrer. Enfin, ok, peut-être c'est peut-être une idée controverse, je ne sais pas. Moi je dirais qu'il ne faut pas laisser les parents rentrer dans l'école en fait. Et vraiment, les parents peuvent être hyper cool, mais les parents peuvent être une plaie incroyable. Et quand on est débutante en tant que prof, qu'on soit jeune ou pas d'ailleurs, mais encore plus quand on est jeune, je crois, il faut vraiment mettre un stop aux parents. Le gros conseil. Et troisième conseil que je donnerais, je pense que c'est vraiment de faire des choses qui nous plaisent et de communiquer l'émotion positive qu'on a aux élèves. Par exemple, moi je sais que parfois je faisais des textes que j'adorais
que j'ai su être un peu difficile ou qui parfois qui ne l'étaient pas, mais juste je disais aux élèves, j'adore ce texte, je suis trop contente de faire ça avec vous, regardez comme c'est beau, faut pas avoir honte de ça en fait, faut montrer aux élèves qu'on aime. Alors là je parle de la littérature, mais je pense que ça peut être fait dans d'autres disciplines avec d'autres contextes quoi, et de créer ce lien, de montrer aux élèves pourquoi on aime et de les laisser s'exprimer comme ça. Ah, et un dernier conseil peut-être que je donnerais, c'est de pas avoir peur d'oser parfois. Enfin, en tout cas, moi je dirais qu'il faut déjà, bien évidemment aussi, hein, ça me paraît évident, mais respecter les élèves en tant qu'individus. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des règles qui sont les règles, leurs règles, et des règles qui sont nos règles, des choses qu'on doit faire, des choses que eux et elles doivent faire, etc. Mais par exemple, un truc que je faisais en seconde que mes collègues ne faisaient pas du tout, et je pense que voilà, ça aurait pu m'être reproché. Moi, quand je demandais à mes élèves de rédiger des parties de plans, des parties de commentaires, je les laissais écouter de la musique, je crois que j'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, avec leurs écouteurs. Je vois pas quel est le mal en fait. Moi, j'aime pouvoir, si j'en ai envie, me détendre, j'aime ne pas entendre le bruit des stylos de mes camarades ou de mes collègues ou que sais-je. Bah, pourquoi est-ce qu'on refuserait ça aux élèves? Voilà, par exemple. Si des fois ils étaient vraiment trop fatigués, je disais ok, on prend 5 minutes de pause, c'est pas grave. Bref, je pense qu'il faut aussi être dans quelque chose d'humain réellement avec les élèves, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas des règles. L'une des questions qui revenait également et que je voulais lier à la question précédente mais j'avais oublié, c'était ce que je pensais du programme du système scolaire français comparé aux autres systèmes scolaires dans le monde. Alors pour être honnête, je trouve la question hyper intéressante, mais je connais pas assez je ne connais pas assez bien assez d'autres systèmes scolaires, on va y arriver, pour pouvoir comparer. Mais ce que je connais en tout cas, c'est, l'un des éléments qui me frappe lorsque je compare notamment par exemple à la Roumanie, par exemple à l'Allemagne, mais également à d'autres pays, c'est le volume horaire et ou même par exemple en RDC, justement une élève m'avait parlé de ça, les journées des élèves français et françaises sont beaucoup trop longues je trouve. Vraiment les horaires d'école, à quelle heure ça commence, à quelle heure ça termine, je trouve que c'est totalement illogique, contre-productif, c'est pas du tout propice à l'apprentissage, à l'intégration de nouveaux concepts, de nouvelles idées, de nouvelles compétences. Ça laisse pas non plus les élèves vivre un rythme humain normal, surtout à ce moment-là du développement du corps et du cerveau. Même pour les profs, en fait, c'est pas du tout adapté. Alors là, je sais qu'il y a des gens qui vont dire quoi, mais déjà, vous faites même pas 35 heures, en plus vous avez des vacances, bah devenez prof. Devenez prof, rien ne vous en empêche. Passez les concours ou devenez même contractuel, vu qu'apparemment c'est désormais le système par défaut de l'éducation nationale. C'est un métier particulier, avec un public particulier, avec des objectifs particuliers, et en fait ça nécessite des conditions de travail particulières, et vouloir se battre pour que ce soit respecté, c'est pas empêcher les autres professions de faire la même chose, et ça veut pas dire qu'on se bat pas pour que les autres professions puissent en faire de même, et ça veut pas dire qu'on se bat pas non plus pour que le monde du travail change. Bon, il y a plein de choses qui vont pas, mais ça, est-ce que c'est le système scolaire français? Je suis pas sûre, mais il y a trop d'élèves par classe, bien évidemment. Et puis les réformes du lycée ont vraiment été, je trouve, absolument désastreuses. Si vous n'êtes pas d'accord, d'ailleurs, n'hésitez pas à donner votre avis, hein, mais voilà. Ce que je préfère du coup dans ce métier versus ce que j'aime le moins, c'est tout le côté, je l'ai déjà dit, hein, mais vraiment c'est tout le côté administratif, c'est tout le côté absurde, ubuesque qu'il peut y avoir dans l'institution, c'est la maltraitance de l'institution, c'est les parents, désolée, mais vraiment c'est les parents. Et c'est le fait qu'en fait on dirait que l'éducation nationale fonctionne sans les profs, sans demander l'avis des profs, sans prendre en compte les profs, sans que les profs soient décisionnaires, sans jamais nous consulter, alors que c'est nous qui savons de quoi il est question. Et d'un point de vue un petit peu plus personnel et terre à terre, moi j'aime pas forcément... je pense que voilà, j'aime pas les corrections, je l'ai déjà dit plein de fois, mais je trouve qu'il y a quelque chose de très barbant et rébarbatif dans certaines corrections, et comme je l'ai dit, maintenant on peut plus... Moi j'aimais beaucoup corriger il y a du coup
8 ans, je pense, quand j'étais en classe ordinaire. J'aimais énormément corriger les rédactions de mes 3e, de mes 4e, même de mes secondes, hein, mais voilà. Parce que c'était intéressant, personnel, voilà. Et maintenant, honnêtement, je pense que c'est... Quand j'entends les collègues parler des tricheries, parler de chat GPT, etc., je me dis, mais quel enfer, quoi. Donc, voilà. Et puis, j'aime pas faire du théâtre, vous le savez. Et ce que j'aime le plus, j'aime les élèves. Voilà, j'aime beaucoup les élèves. Attention, il ne faut pas faire non plus d'angélisme, hein. Les élèves peuvent être des personnes qu'on n'aime pas, tout simplement. Où ils peuvent parfois avoir des comportements qui sont vraiment maltraitants à l'encontre des professeurs, ça il faut bien avoir conscience. C'est très particulier de gérer 20 à 30 enfants ou bien sûr, 20 à 30 enfants ou adolescents pendant 1 heure, 2 heures ou plus sur une année scolaire qui n'ont aucun autre lien avec vous. C'est un relationnel très particulier, c'est une responsabilité très particulière. Je voudrais juste rappeler que les parents ne sont même pas capables en général de faire ça avec leurs enfants. Donc voilà. Mais j'aime les élèves, j'aime la transmission, j'aime voir les élèves former leurs propres idées, formuler des hypothèses, d'analyse, d'interprétation. J'aime qu'ils se sentent à l'aise et heureux et heureuses de venir en cours. J'aime les voir s'épanouir au cours de l'année scolaire. Et puis j'aime parler de littérature et même de la langue, hein, pure et dure. J'aime beaucoup. Voilà. Moi, je prends un grand plaisir à faire des exercices sur les natures et les fonctions, à transformer ça de manière ludique et de transmettre aussi la beauté de la langue, la richesse de la langue, l'importance de la langue, à quel point des petits détails changent la communication, changent le message. Vraiment, je trouve que c'est un très beau métier d'être prof. Vraiment, c'est un super métier. Je pense que, je le dis pas parce que c'est mon métier, mais je pense que c'est l'un des métiers les plus importants. Voilà. Et il y en a beaucoup d'autres, hein, attention. Une ou deux dernières questions, je pense. Est-ce que j'ai des programmes en FLE? Alors en fait non. En UPE2A c'est génial et à la fois très chronophage et parfois stressant. On n'a pas de progression, on n'a pas d'attendu, on est complètement ignoré et en même temps je trouve ça cool parce qu'au moins on nous laisse faire ce qu'on veut d'une certaine manière et on nous impose pas des trucs qui sont totalement déconnectés. Surtout que si vous avez déjà regardé ou feuilleté des manuels de FLE, parfois on prend peur, quoi. C'est vraiment... voilà. Ce qui est compliqué aussi, c'est que quand on travaille avec des grands ados, de jeunes adultes, parce qu'il a toujours été mon cas, même dans les associations ou même avant, enfin bon bref, en fait il y a très très peu de matériel didactique pédagogique de FLE, donc pour apprendre le français qui est d'actualité et qui est destiné à cette tranche d'âge. Donc il faut tout faire quasiment de A à Z. Moi je fais tout. Quasiment. Alors j'utilise des manuels, par exemple pour les exercices, que pour les exercices, pour les points de grammaire, et après je mixe vraiment, je fais ma propre progression en prenant ce qui me semble être important pour leur intégration en France, pour leur réussite, soit au brevet pro, soit au certificat de formation générale, pour la poursuite de leurs études en CAP, pour la demande des papiers, etc. Et en même temps ce qui est important pour eux en tant qu'individu, qu'être humain, et donc je pioche un peu partout, je fais mes propres progressions, mes propres séquences, tout, et j'adapte aussi en fonction des élèves que j'ai parce que chaque année ce sont des élèves totalement différentes, avec des niveaux différents, qui n'ont pas eu la même scolarisation, qui n'ont pas les mêmes langues, qui n'ont donc pas les mêmes difficultés non plus. Bon bref, c'est compliqué mais c'est extrêmement stimulant. Et dernière question du coup, je pense, comment est-ce que je gère la préparation de mes cours? Je viens un petit peu d'en parler. Eh bien, je prends ça comme un temps un petit peu de recherche et de stimulation. La partie, je vais pas dire la partie la plus intéressante, mais la partie qui se rapproche le plus de ce qu'on pouvait faire à la fac et de ce qui nous manque. Je prends aussi ça comme un moment juste d'enrichissement personnel, étant donné qu'on apprend aussi des choses quand on fait ses cours, c'est-à-dire qu'on va réfléchir à comment créer du lien entre différentes idées, comment rapprocher certaines œuvres, on cherche de nouvelles œuvres cinématographiques, musicales, littéraires, on réfléchit aux exercices qui sont les plus intéressants. Après, je pense que ce qui est très intéressant et important, c'est d'avoir non seulement le temps de préparation, effectivement, par exemple là, moi j'ai déjà des choses que je vais réutiliser parce que je sais que ça fonctionne bien, et voilà, mais je change et je refais toujours de nouvelles choses. Donc là, par exemple, pendant les vacances d'été, je veux que tout ou presque soit fait pour ma période de cours jusqu'aux vacances d'octobre. Donc voilà,
pour vous donner une idée un peu plus pratique logistique. Donc ça veut dire que il faut que je travaille, bien évidemment. Et que je programme, je sais combien j'ai d'heures pour chaque, par exemple pour le travail de la langue, pour la littérature, pour l'histoire géo, pour le MC. Je sais combien de notions nouvelles je veux aborder par semaine, quelles sont les notions que je veux aborder en premier. Pour ça, par exemple, je peux m'aider de la progression des manuels pour avoir une idée un petit peu plus claire. Pour les œuvres, je fais des recherches, etc. Enfin, voilà, il y a tout ça à faire. Et voilà, ce que je voulais vous dire, c'est que ce qui est important, c'est pas uniquement de préparer, c'est de revenir sur ce qu'on a préparé une fois que ça a été fait. Moi, j'aime bien noter. Quand quelque chose a très bien fonctionné, je le note quelque part. Quand quelque chose n'a pas fonctionné, je le note et j'essaie de voir pourquoi. Je crois que ce travail, finalement, qui n'est pas du tout un travail en amont, qui est un travail post-réalisation en classe, un travail réflexif sur ce qui a été fait, est très, très important. Et qu'il est souvent négligé par les profs parce qu'on n'a pas le temps de le faire, parce qu'on ne nous laisse pas le temps de le faire, parce qu'on ne nous apprend pas à le faire, parce qu'on ne nous encourage pas à le faire. Mais c'est vraiment, je pense, hyper bénéfique. Et moi, j'ai le privilège, entre guillemets, de pouvoir le faire parce que j'ai cette classe particulière, etc. Pas autant que je le voudrais, mais je me force quand même, je me force un petit peu quand même à le faire parce que en fait à chaque fois c'est vachement utile et vachement important. Voilà. Mais écoutez, il restait beaucoup de questions, mais je suis désolée, il y en a tellement qu'en fait sinon la vidéo durerait une éternité. Il y avait aussi beaucoup de questions sur la gestion de classe et les problèmes d'autorité. Et en fait, je me sens pas vraiment légitime pour parler de ça, étant donné que depuis 4 ans maintenant, ça va être ma 5e année, j'ai une seule classe, du PE2A, avec des élèves super cool, qui ne posent jamais de problème de discipline ou presque, enfin voilà. Donc, appel à tous les collègues et toutes les collègues qui regarderaient cette vidéo, n'hésitez pas à laisser en commentaire vos conseils pour la gestion de classe, du plus personnel au plus pratique, parce que je sais que c'est une question qui est beaucoup revenue, ce qui sous-entend peut-être que c'est une problématique pour beaucoup de collègues et ça peut créer beaucoup de détresse, donc n'hésitez pas à partager vos commentaires sous cette vidéo afin de créer du lien et un petit peu d'aide. Voilà, n'hésitez pas à cliquer sur le lien pour Rosetta Stone, je pense qu'en plus c'est tout indiqué avec cette vidéo, n'est-ce pas? Et je vous dis à très bientôt.